De retour sur le plateau des 24 heures chrono, 25e heure de direct. Nous débutons la 25e heure. Aucune erreur technique, une perfection absolue pour ce 10e anniversaire. Je vous rappelle juste pour le chiffre, ce qui veut dire 240 villes visitées en 10 ans, ce qui est quand même extraordinaire. 240 fois où nous avons pris contact avec les entrepreneurs français dans le monde. Et ça, c'est important. Alors, j'accueille sur ce plateau pour introduire cette dernière émission du 10e, Philippe Sanson. Donc Philippe Sanson, vous êtes directeur du CLES. Alors, le CLES, c'est joli acronyme, mais ça serait bien qu'on en parle un peu. Tout à fait. Alors le CLES, si on développe l'acronyme, c'est le Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale. Quand j'ai dit ça, je n'ai pas forcément renseigné beaucoup nos téléspectateurs sur ce que fait le CLES. Alors, en quelques mots, le CLES, c'est un organisme de sécurité sociale qui est compétent pour toutes les questions de protection sociale, maladie, retraite, chômage, prestations familiales, dès lors qu'il y a une mobilité qui s'exerce. Une mobilité internationale, sachant que les questions sont différentes si c'est en Europe ou dans d'autres zones géographiques. Donc au moment du départ, comment ça se passe? Parce qu'il y a deux grandes dans le mouvement à l'international, il y a le départ et il y a le retour. On va déjà voir le départ, comment ça se passe? Le départ... Un premier conseil, si vous me permettez, il faut toujours se renseigner avant son départ. Parce que les droits que l'on va détenir lorsqu'on va partir pourront être très différents selon le contexte, selon l'État et le statut juridique dans lequel on part. Si on part dans un statut de détaché, où on continue à cotiser au régime de sécurité sociale français. Pour faire court, eh bien on acquiert des droits, évidemment. Retraite, santé, et ainsi de suite. Si on est... En Europe, en plus, il y a des principes qui permettent de totaliser les périodes. C'est-à-dire que ça assure la continuité. Si ce n'est pas le cas, si c'est en Europe, mais pas le statut détaché, si on est expatrié mais contrat local, il peut y avoir des différences. Et puis, évidemment, il y a des différences si on est dans un autre État que un des 32 États couverts par les règlements européens, si on est dans un État, si on va dans un État qui est couvert par une convention bilatérale entre la France et cet État. Donc, chaque cas est un cas particulier vis-à-vis du pays, et chaque cas est un cas particulier en fonction de son statut juridique vis-à-vis de son entreprise et vis-à-vis de sa situation sociale face à l'entreprise. Et face aux organismes, organismes de sécurité sociale, tout à fait. Il est clair que quand on est détaché, on garde tous ses droits dans le régime français. Si ce n'est pas le cas, et si on est dans un pays non couvert par une convention qui ne couvre pas la maladie ou qui ne couvrirait pas la retraite ou un autre, eh bien à ce moment-là, il y a des conséquences très importantes qui s'y attachent. Voilà. Et ça, vaut mieux le vérifier avant. Il faut le vérifier avant. Et le retour, alors? Alors, le retour, j'ai tendance à dire, si on s'est bien renseigné avant, bon, on est fort de ces informations qu'on a pu avoir. Ça s'est normalement bien passé sur place? Ça s'est normalement bien passé sur place. Simplement, il faut faire attention à plusieurs choses. En matière, par exemple, de couverture maladie, là aussi, selon le statut, la zone, selon que l'on était en activité ou pas, parce que quand on parle de l'expatriation, il y a la personne salariée, mais il y a la famille qui peut accompagner. Ses enfants. Voilà. Et donc là, il faut faire très attention, parce qu'il peut y avoir des conditions pour bénéficier à son retour immédiatement de la couverture, par exemple maladie. Et si ce n'est pas le cas, si on ne remplit pas les conditions, là, il faut s'orienter vers une assurance privée. Donc, il faut faire très attention à ces questions-là, et y compris au retour. Et au retour, ne pas se fier à ce qu'on nous a dit quand on est parti, mais bien à la situation juridique au moment du retour. Tout à fait. C'est-à-dire qu'on peut être parti dans une situation où on se dit, bon, j'étais détaché, j'ai vu la réglementation. Et on revisite cela. Sauf qu'avant de revenir, il faut mieux vérifier si la réglementation pour l'ouverture des droits n'a pas changé. Parce qu'on peut avoir vérifié une information 2 ans avant. Et ça ne s'avère pas juste. Et au moment où un dernier point sur le CLES pour préciser les choses. Oui. Alors, le CLES, c'est une petite équipe par ailleurs, 85 personnes, un établissement public qui a plusieurs missions. Il a la mission d'information du public, et là j'insiste, puisque dans cette mission d'information, on a un site web très bien fait, y compris en plusieurs langues. Il a augmenté de, je sais pas, 6 ans, plus 120% en fréquentation. Une belle fréquentation. Donc il y a une fréquentation forte, et il y a la possibilité de poser des questions.
Alors, Donc, ce qui est important, si je résume un peu votre intervention, Monsieur Sanson, et je vous remercie de cette précision et de cette clarté dans le débat, c'est de bien préparer son départ, mais très en amont, bien préparer son retour très en amont, et on a une petite centaine de personnes qui est à notre disposition et un site internet bien fait pour poser ses questions et avoir ses retours. Tout à fait. Avec une petite précision, c'est que nous n'attribuons pas les prestations. Donc, nous ne sommes pas organisme gestionnaire. Une logique de conseil et d'accompagnement. De conseil, d'accompagnement, mais on est bien d'accord. Voilà, on ne délivre pas de prestations. Monsieur Sanson, merci beaucoup pour cette clarté. Et puis, pour notre part, nous nous retrouvons après cette petite page de pub. Merci. De retour sur le plateau des 24 heures chrono de l'International pour, bien évidemment, l'émission de clôture pour Paris. Et j'accueille sur ce plateau Xavier Ribaud. Xavier Ribaud, bonsoir. Donc Xavier Ribaud, directeur général de Krone Relocation. Tout à fait. Hélène Barjou. Hélène, bonsoir. Bonsoir. Donc, qui elle est manager des opérations de relocation chez CSE Executive Relocation. Delphine Martin, que nos habitués connaissent bien, ils l'ont vu de nombreuses fois pendant les émissions, pendant les 24 heures. Donc Delphine, vous êtes avocate, consultante senior, pardon. Et avocate. Et avocate aussi, chez Karl Wade Avocat. Tout à fait. Voilà. Et Loubna Lefloc, responsable grand compte chez CSU Relocation. Bonsoir. Et mon partenaire de ce soir, qui est donc Jean-Marc Deguille, secrétaire général de la SBE. SBE, groupe BPCE. Groupe BPCE, tout à fait. Et notre partenaire pour cette fameuse étude expatriée en France. Donc, cette étude a eu son premier numéro l'an dernier, donc fin 2014, début 2015. La deuxième étude paraît dès le début janvier et on la présentera ensemble. Mondissimo, enfin Paris 21, et la SBE, le 28 janvier au musée de l'immigration. Alors, Xavier Ribaud, là, on va parler plutôt de l'impatriation, donc des gens, des étrangers qui arrivent en France, et comment ça se passe, les problèmes le plus fréquemment rencontrés par ces fameux expatriés qui arrivent en France, et plus particulièrement à Paris éventuellement. Bien. Les problèmes souvent rencontrés, sous forme d'anecdotes plutôt, puisque notre travail consiste à éviter que ça devienne un parcours du combattant, mais plutôt faire une promenade de santé pour nos expatriés. Donc, tout d'abord, sur un aspect financier, pour certaines nationalités, il peut y avoir des problèmes tout simplement pour ouvrir un compte bancaire. Donc, si on n'a pas de compte bancaire, difficile de s'orienter ensuite vers un logement, pour différentes raisons, des soucis de capitaux qui ne peuvent pas sortir du pays, notamment, ou bien de procédures qui sont plus complexes. C'est le cas avec nos confrères américains. Ensuite, ce qui peut poser également problème, c'est le manque d'ancienneté financière de ces expatriés qui arrivent en France. Et donc, du coup, les agences immobilières vont vouloir plus de garanties
pour accéder au logement. Donc là aussi, c'est un problème supplémentaire qu'il va falloir surmonter, notamment par l'obtention de cautions ou de garants supplémentaires. Autre point qui est parfois difficile à surmonter, ce sont les salariés qui sont en période d'essai. Difficile de leur trouver un logement fixe pérenne. Et ces expatriés sont souvent obligés de passer par des périodes de logement temporaire pour, une fois la période d'essai confirmée, pouvoir passer sur des logements définitifs. Ça, c'est pour les aspects financiers. Si on en arrive plus sur un aspect marché immobilier, dans ce cadre-là, première difficulté, le marché immobilier est assez tendu en France, à Paris notamment. Et pour les petits budgets, il y a une concurrence pour les expatriés avec la population française d'étudiants qui, eux, sont aidés par leurs parents la plupart du temps. Donc, il y a cette concurrence qui fait baisser le nombre de logements disponibles pour nos expatriés. Ensuite, il y a des freins liés aussi à l'expatrié lui-même qui peut avoir une mauvaise connaissance du marché de l'immobilier en France et qui peut s'attendre à avoir un superbe de 100 mètres carrés dans le 16e arrondissement pour 500 € par mois. Là, il y a un peu de pédagogie à faire. On a un peu de soucis, voilà. Exactement. Merci beaucoup, Xavier, sur ce point un peu clair et sur justement cette approche. Alors, Hélène Bergeau, il y a eu un changement assez récent qui s'appelle la loi Allure. Ouais. Donc, vous pouvez nous faire un point technique sur cette approche. Je vais vous faire un point sur la loi Allure en vous donnant les principaux points clés, voilà, qui sont clés et qui sont surtout avantageux pour le locataire. Alors, la loi Allure, ça veut dire quoi? C'est l'accès au logement et un urbanisme rénové. Et la loi Allure a imposé diverses modifications, entre autres sur la rédaction du bail. Il est obligatoire maintenant de marquer la surface, les travaux effectués à la fin du dernier contrat et le montant de l'ancien loyer. Ça, c'est important. Les loyers, maintenant, sont encadrés par un loyer de référence pour les villes de plus de 50 000 habitants. Ce loyer de référence est fixé par le préfet en collaboration avec l'OLAP, qui est l'Office de logement à Paris. Ce loyer de référence peut être majoré s'il y a eu des travaux ou suivant le confort du logement. Voilà, pour l'instant, ça n'a pas une grosse influence sur les loyers actuels, mais ils sont obligés de le noter, de marquer le loyer de référence ou de référence majorée. Donc, ça va réglementer un peu les loyers. Sur la durée. Sur la durée. Il y a une chose importante aussi qui a été impliquée, c'est les honoraires d'agence. Les honoraires d'agence sont réglementés suivant un plafond par mètre carré. Donc, ce plafond alors, il s'est divisé en 3 zones. On va se limiter à Paris, puisque nous parlons de Paris. À Paris, c'est 12 € par mètre carré, plus 3 € pour l'état des lieux. Ils ne peuvent pas dépasser. Et ça, c'est énorme pour les locataires, parce qu'avant, il n'y avait aucune loi qui réglementait les honoraires d'agence et on pouvait avoir du 17% ou 20% du loyer annuel, ce qui était énorme. Ça pouvait aller jusqu'à 2 mois de loyer. Donc maintenant, tout ça, c'est réglementé. Le dépôt de garantie est réglementé également, c'est-à-dire en logement vide, il demande un seul mois de loyer et en meublé, c'est 2 mois de loyer. L'état des lieux, il peut être modifié dans les 10 jours qui suivent l'établissement de l'état des lieux. Ah oui, il y a une chose importante aussi, c'est la révision du loyer. Parce que la révision du loyer qui a lieu une fois par an, suivant un indice qui est l'IRL, autrefois, il y avait une rétroactivité de 5 ans pour le bailleur. Maintenant, le bailleur ne peut, s'il a oublié une année de réviser le loyer, c'est terminé, c'est perdu. Donc, il n'y a pas de rétroactivité sur la révision du loyer. Et le dernier point que je veux mettre en avant, merci, c'est sur la restitution du dépôt de garantie, qui est souvent, ces dépôts de garantie sont longs à venir. Si l'état des lieux de sortie est conforme à celui d'entrée, le bailleur est obligé de rembourser au bout d'un mois maximum. D'accord. Il a 30 jours pour rendre la caution. Il a 30 jours pour rembourser. En plus, les intérêts de retard sont très élevés, c'est-à-dire s'il a du retard pour rembourser, il est pénalisé de 10%
du loyer mensuel par mois de retard. Donc c'est très important. Ça peut être très élevé. Donc c'est un vrai changement pour les impatriés, enfin pour les étrangers qui arrivent en France, puisqu'on a un vrai encadrement sur l'approche loyer. Voilà, on a un encadrement, exactement. Et en plus, c'est bénéfique parce qu'ils payent moins de frais et ils sont encore plus protégés. Bon, le bailleur, en plus, les honoraires d'agence sont partagés entre le bailleur et le locataire. Autrefois, c'était pas vraiment applicable. Puis un dernier point, c'est la loi Hoguet qui a été modifiée par la loi Allure, qui nous oblige à faire signer un mandat de service pour tous les collaborateurs que nous logeons. C'est Voilà. très clair. On a un point technique extrêmement clair. C'est important que ce soit clair. C'est pas toujours simple et c'était très clair. Loubna, donc un point sur le marché de l'immobilier justement parisien. Bonsoir. Tout d'abord, je tiens à remercier le Cercle Avenir International pour cette invitation. Pour revenir à votre question, c'est vrai que ce n'est pas un secret. Le marché immobilier aujourd'hui, il existe une insuffisance en fait. Et puis un déséquilibre entre une tension l'offre, forte, voilà un déséquilibre en fait entre l'offre et la demande. Et justement aussi donc pour les difficultés que mon confrère il a évoquées, donc les sociétés de relocation comme CSU, comme d'autres prestataires, essaient d'aujourd'hui d'accompagner justement les collaborateurs expatriés pour faire face à cette pénurie, à vrai dire, de logement, tout simplement. Donc pour revenir, le marché immobilier aujourd'hui, on constate que les quartiers les plus prisés de plus en plus par les collaborateurs expatriés sont... il y a le 15e arrondissement, qui est un arrondissement qui est très dynamique. Il se caractérise aussi par un urbanisme qui est très hétérogène. On va trouver des maisons individuelles, comme on peut aussi trouver des appartements dans des immeubles de style haussmannien, comme dans des immeubles très modernes, avec tout le confort, ascenseur, des caméras, et ainsi de suite. Et puis, on va aussi constater qu'il y a de plus en plus de demandes. Des collaborateurs, et là, en l'occurrence, on est plutôt sur un profil de seniors, de familles qui viennent en fait avec leurs enfants. On remarque que la ville de Saint-Germain-en-Laye, c'est vrai avec l'école internationale, donc les familles en fait privilégient cette voilà. Nous sommes comme ville. Toutes les capitales. L'international voilà, base les familles. Tout à fait, tout à fait. Donc on est dans une ville à 20 km à l'ouest de Paris. La ville en fait de Saint-Germain-en-Laye se caractérise aussi par sa faible densité et de ce fait, ça permet aux familles d'avoir un habitat assez aéré. Donc, voici les raisons pour lesquelles, en fait, aujourd'hui, Saint-Germain-en-Laye fait partie des villes les plus prisées par les expatriés. Par les expatriés. Voilà. Ce qui reste quand même un marché tendu, aussi bien à Paris que sur la couronne. Tout à fait. Y compris pour les expatriés. Tout à fait. Ok, très bien. Merci beaucoup. Je pense que les choses ont été claires, les explications ont été justes. Alors, je voudrais revenir un peu justement, Jean-Marc Deguille, sur... on a parlé de caution, on a parlé de compte bancaire pour les arrivées. Donc, la SBE est spécialisée, a un service spécialisé sur les impatriés, alors aussi pour les expatriés, au passage, mais pour les gens qui arrivent en France, alors comment ça se passe ? Quels sont les services que vous offrez à ces gens-là ? Alors, c'est vrai que, Xavier l'a évoqué tout à l'heure, et c'est un élément qui ressort dans notre enquête qu'on a menée auprès des expatriés en France. L'un des problèmes majeurs pour l'étranger qui arrive en France, c'est le logement. On comprend aisément que c'est une question qui peut devenir... très rapidement anxiogène, d'autant plus si vous avez en plus toute votre famille avec vous également à loger. En fait, la première des difficultés, c'est que en France, le bailleur va vous demander de faire la preuve de votre solvabilité. Alors bien souvent, il va vous demander des justificatifs, on aime bien ça en France. Votre dernier avis d'imposition, vos feuilles de paie, petite chose etc. sympa qu'on aime bien en France. Alors, malheureusement, et on le comprend aisément, l'étranger qui arrive en France, il n'a pas tous ces éléments. Quand bien même il les aurait de son pays d'origine, bien souvent ça va être rédigé dans une langue qui n'est pas le français,
Donc, ces justificatifs, ils vont avoir peu de chances d'être acceptés. Et justement, dans l'étude qui avait été faite, qui a été commandée par la SBE et Paris 21, qui est expatrié en France et qui ressort, donc je rappelle, le 28 janvier, il y avait l'an dernier deux problèmes importants. À 70%, c'était le dépôt de garantie. Ouais. Alors, quelle est l'aide que vous pouvez apporter aux expatriés, Alors, la solution qu'on a mis en place à la SBE, c'est de délivrer une caution bancaire. Une caution bancaire qui va garantir le paiement des loyers du locataire, donc de l'expatrié. Je veux dire que c'est un avantage concurrentiel qui est très important parce que, on en parlait tout à l'heure, c'est vrai que le marché parisien, il est un peu saturé, le marché locatif aussi, il y a de la concurrence et votre dossier, il faut qu'il passe sur le dessus de la pile. Le dessus de la pile, si vous voulez, effectivement. Il faut aider nos camarades de la relocation si on veut pouvoir faire... Si vous voulez en définitive signer le bail, il faut qu'il passe au-dessus de la pile, c'est-à-dire qu'il faut rassurer le bailleur. Et il faut être le premier, il faut aller vite parce qu'il y a de la concurrence. Donc nous, on s'est mis en position aussi d'agir vite. Vous l'avez souligné, on a créé une équipe qui est dédiée à l'accueil des expatriés en France, avec des procédures spécifiques pour faire assez vite, on essaie de délivrer, on va dire, une caution dans les 48 heures. Et ça, c'est un outil qui peut vous être utile pour vous en relocation? Parce qu'une caution bancaire chez vos concurrents, c'est pas 48 heures, c'est 3 semaines, un mois. Ouais. Donc là, et avec des incidences financières beaucoup plus importantes que si vous nous la montez. Et ce, quand bien même vous avez un grand groupe ou une société qui est derrière, parce que souvent c'est le cas. Il y a un grand groupe qui sponsorise le transfert de ses salariés, donc il y a quand même une solidité financière, un cadre qui pourrait rassurer, mais le marché parisien est tellement tendu que ça ne suffit pas toujours et qu'il va y avoir toujours... Entre deux locataires, je choisirais celui qui est le plus propre quelque part, et une caution bancaire telle que celle-ci peut vous aider en relocation. Oui. Ce que je peux rajouter aussi, c'est que dans certains cas, on s'est retrouvé à devoir agir véritablement très très vite parce qu'on avait en face de nous une personne qui était pressée, parce que dans le cas présent, c'était parce qu'il y avait toute la famille qui était là aussi. On a mis en place une procédure accélérée, en fait. C'est-à-dire qu'avant de délivrer la caution, on va délivrer une lettre d'engagement de la banque, donc de garantir en fait ce futur locataire, l'aide qu'il peut remettre directement aux agences immobilières qu'il va visiter pour faire... Alors là, Xavier, on prend encore plus de force, là. Là, on va dire c'est presque gagné. Oui, complémentaire, parce que c'est vrai que ce qui fait la force aujourd'hui d'une société de relocation, c'est vrai qu'aujourd'hui je représente la société CSU, Cosmopolitan Services Unlimited, c'est le carnet d'adresses. CSU aujourd'hui existe depuis 37 ans sur le marché parisien, donc on a su en fait développer une relation très forte avec plusieurs acteurs en fait du marché de l'immobilier, des agences immobilières, des institutionnels, des propriétaires qui connaissent CSU et qui nous appellent directement, bonjour CSU, j'ai mon appartement qui est disponible. Voilà, ils nous font confiance, ils nous connaissent. Donc c'est un point aussi important. Je pense, pour rééquilibrer les choses, CSE Relocation, je pense que vous avez vos réseaux aussi. Et je pense que chez Krone, vous avez aussi vos réseaux. Chez Krone aussi, je pense. Mais oui, bien sûr. Non, mais vendez pas votre voisin. Non, mais quand on a une certaine ancienneté et puis une grande image de marque sur le marché, comme mon entreprise, et pour vous lancer... en effet, les agences immobilières, même si le marché est tendu, nous font grande confiance aux sociétés de relocation parce qu'on apporte des locataires qui ne vont pas se mettre en défaut de paiement. Moi, en 15 ans de métier, j'ai pas sur la relocation, un mot. On est effectivement obligé de travailler ensemble avec les banques, avec les acteurs, tous les acteurs de la mobilité internationale, dans l'intérêt commun de l'expatrié. Et on va tous dans le sens de l'expatrié et on est bien d'accord. Je pourrais rajouter effectivement que nous, on apprécie énormément cette collaboration avec l'ensemble des agences de relocation. Si je soulignais tout à l'heure qu'on était capable de délivrer dans des délais très rapides la caution bancaire, c'est parce qu'on travaille déjà en amont
avec l'ensemble des agences de relocation pour préparer le dossier d'arrivée de l'expatrié en France. On faire en termes de rapidité comme caution bancaire. Non, mais c'est important. Alors, Delphine, sur l'impact, on a beaucoup parlé de relocation, on a parlé un peu de finances. Sur l'impact des nouvelles mesures de sécurité, est-ce qu'on a un problème sur les formalités d'entrée en France ? On en parle beaucoup ces derniers temps et effectivement, on le sait, il y a maintenant 7 pays qui ont rétabli des contrôles aux frontières extérieures. Alors pas forcément sur toutes les frontières, mais bon, entre certains pays. La France fait partie de ces pays au départ dans le cadre de l'organisation de la COP21 et puis après la vague des attentats, donc ces mesures ont été renforcées. Quel est l'impact sur l'immigration professionnelle ? Parce que c'est aussi de ça le sujet. Dont on parle aujourd'hui. Alors oui, il y a des contrôles qui sont renforcés. On perd un peu plus de temps dans les aéroports avec les contrôles d'identité. Il y a surtout plusieurs projets sur lesquels on avait beaucoup d'attentes. Je vous en avais parlé l'année dernière. Il y a notamment un projet de loi en immigration qu'on attend, qui devrait un petit peu faciliter les demandes de titres de séjour pour plusieurs profils et la création d'une carte pluriannuelle, le passeport talent, qui serait valable 4 ans, qui permet d'éviter toutes les procédures de renouvellement à la préfecture. On en a parlé, les expatriés ont déjà pas mal de formalismes à devoir gérer, à mettre en place quand ils arrivent. Donc, si on peut faciliter l'immigration, c'est mieux. Donc, ce projet-là, normalement, devait être... il est passé à l'Assemblée, il a été voté en juillet, il est passé au Sénat qui a proposé de nouveaux amendements. Il y a une commission paritaire qui travaille aujourd'hui dessus, et puis il y a eu cette vague d'attentats. Donc, le projet devait être normalement devrait repasser à l'Assemblée au printemps 2016. Il n'est pas au calendrier parce qu'on a d'autres sujets dont vous avez aussi entendu parler, d'échéances de nationalité, des choses qui sont mises en avant étant donné le... Un ou deux conseils précis sur justement pour les étrangers ou les entreprises étrangères qui voudraient envoyer des personnes à Paris ou en France ? Alors, si on est sur... tout dépend du profil. Si on est sur du court séjour, si on envoie des travailleurs d'affaires, ces personnes qui voyagent beaucoup entre les différents pays européens, avec ce renforcement des contrôles, bien sûr, les documents d'identité, mais aussi, pourquoi pas, les lettres d'invitation qui expliquent dans quel contexte vous venez travailler, pour quelle durée et où ça va se passer. Pour les personnes qui viennent travailler et s'installer en France, alors là, je pense que les personnes de la relocation seront tout à fait d'accord, il faut anticiper. Plus vous anticipez, mieux ça se passe. Donc, en termes d'immigration, il y a toujours des délais de traitement pour obtenir les autorisations de travail, les titres de séjour. Voilà, il faut préparer un certain nombre de documents. Donc, je crois qu'effectivement, le maître mot, c'est d'anticiper le plus possible. Anticiper et se faire accompagner. Et se faire accompagner, tout à fait, pour monter les dossiers, parce que c'est pas toujours évident de déterminer quel est le meilleur statut en fonction du projet de mobilité qui est prévu. Souvent, ce sont des grands groupes, mais parfois il y a aussi des investisseurs qui veulent monter une petite société, un étudiant étranger qui veut s'installer, veut rester, veut lancer un projet. Toutes ces personnes-là peuvent effectivement avoir besoin d'un accompagnement de professionnels pour mettre en place le projet et puis obtenir le statut d'immigration qui leur permet. Il nous reste un point à aborder. Jean-Marc Deguille, c'est la partie fiscalité. Oui. Jolie partie. Jolie partie. Déjà, je rejoins effectivement la complexification aujourd'hui sur l'intervention de Delphine, avec les événements tragiques que l'on a connus. C'est vrai que la réglementation se durcit, nous aussi. Vous pensez bien que dans le monde bancaire, on nous demande aujourd'hui beaucoup plus de formalisme visant à prévenir, je dirais, la lutte contre le financement du terrorisme ou contre le blanchiment. À côté de ça, vous le soulignez aussi, on a noté un durcissement de la réglementation fiscale. Au niveau international, en fait, ce qu'on note, c'est que cette crise économique, qui dure maintenant depuis d'assez nombreuses années et dont on en ressent toujours les effets, a accentué en fait la volonté des États de lutter contre l'évasion fiscale, ce qu'on appelle l'évasion fiscale. Pourquoi ? Pour augmenter les recettes budgétaires. Fiscales du pays, c'est clair. On est bien d'accord. Bien entendu. Alors, ça a été, parce que c'est souvent le cas, les États-Unis qui ont été précurseurs en la matière, en sortant une loi, donc mi-2014, qui est la loi FATCA. En fait, cette loi FATCA, c'était une première, parce que c'est une loi qui est extraterritoriale. Donc, elle s'impose à tous les pays, tous les autres pays, à partir du moment où ils souhaitent travailler. Une loi de véritable transparence fiscale. Transparence fiscale et qui contraint finalement toutes les institutions bancaires et financières dans le monde à déclarer
tous les ressortissants américains donc, qui travaillent avec eux, filtrer les opérations qui vont passer sur les comptes, et à partir de 2017, là, déclarer les revenus à l'administration fiscale américaine. Les Européens ne sont pas restés en reste, hein, bon, avec un petit temps de retard, mais dernièrement, hein, c'est tout à fait d'actualité puisque l'entrée en vigueur est au 1er janvier 2016. Il y a un accord qui a été passé entre des pays de l'OCDE et l'Union européenne. Hein. Aujourd'hui, vous avez plus de 90 pays qui ont signé cet accord. L'accord EAI, hein, qui est pour échange automatique d'informations, c'est un peu, je dirais, un copier-coller du FATCA, mais pour l'intégralité des pays signataires de cet accord. Très bien. Delphine, un dernier conseil pour un entrepreneur étranger qui voudrait s'installer en France ? Alors, j'espère que pour lui que la loi Passeport Talent va passer parce qu'effectivement, il y a déjà des statuts, mais qui sont un peu opaques, notamment compétences et talents. Il y a dans ce Passeport Talent la possibilité pour les investisseurs d'obtenir ce type de carte avec un plafond qui est moindre aujourd'hui. Pour les investisseurs, il y avait notamment une carte contribution économique exceptionnelle, mais le plafond était de 10 millions d'investissements. Oui, il y a dû avoir 1 ou 2 cartes, je pense, délivrées depuis la mise en place de ce statut. Donc là, on abaisserait les plafonds à 500 000 euros d'investissement. Ce serait quand même... Ça serait une bonne nouvelle. Oui. Delphine, merci beaucoup. Donc, je rappelle Carl Waïd. Lubna, je ne veux pas me tromper, hein, parce qu'autrement, CSU Relocation. Merci beaucoup. C'est moi. Et Hélène, donc vous êtes de CSE Executive Relocation. Merci. Xavier Ribaud de Krone Relocation. Merci beaucoup. Rubio, Krone Relocation. Voilà, Rubio, pardon. Et Jean-Marc de Guil, ASBE. Merci beaucoup de cette participation. Et à très bientôt. Et pour notre part, nous nous retrouvons dans quelques instants après cette page de pub. La CFE, votre sécurité sociale jusqu'au bout du monde. De retour sur le plateau des 24 heures chrono de l'International pour la 25e heure de direct, 24e ville, bien évidemment Paris. Et pour nous accompagner dans les quelques minutes qui vont suivre, donc j'accueille Patricia Glazel. Bonsoir. Donc Patricia, vous êtes dirigeante de Berlitz que tout le monde connaît en France et à l'international. Et vous êtes basée à Paris. Voilà. Et j'accueille Dominique Brunin. Bonsoir. Bonsoir, délégué général de la CCI France Internationale, que tout le monde connaît aussi. CCI France Internationale. CCI France Internationale, j'ai pas dit comme ça. Si, c'est bon. C'est bon. CCI France Internationale, c'est parfait. Alors, justement, Dominique, l'impact de l'actualité de 2015, qui a quand même été complexe dans ce monde, sur le développement des entreprises françaises à l'étranger.
2015 et 2016. Nous réalisons depuis maintenant plusieurs années, tous les ans, un baromètre de l'internationalisation des entreprises auprès d'un panel d'entreprises exportatrices ou présentes sur les marchés extérieurs. Qu'est-ce qu'on constate en 2015? Très clairement, les marchés de proximité européens continue à susciter le plus d'intérêt pour les entreprises françaises. Et il n'est pas surprenant que dans les principaux partenaires commerciaux des entreprises et de la France, on retrouve la Grande-Bretagne, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, la Belgique, qui sont dans le top 10 des marchés. Après, on s'aperçoit que les entreprises françaises continuent à être particulièrement intéressées par les grands émergents, ou aujourd'hui plutôt les émergés, puisque la période d'émergence est quand même maintenant un petit peu derrière. Et là, forcément, on retrouve bien entendu le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine. Et c'est là où on peut commencer à avoir un petit peu d'inquiétude. Et c'est là où il faut regarder les choses avec beaucoup d'attention, parce que la situation en Russie est compliquée. Les sanctions impactent durement une partie des exportateurs français. La situation au Brésil est une situation économique complexe, difficile, dans un pays hyper réglementé pour lequel les conditions d'accès sont déjà difficiles. Et là, aujourd'hui, on a une vraie crise économique au Brésil, donc ça va être compliqué pour les entreprises françaises en 2016 en particulier. Et puis, on voit bien le ralentissement en Chine, même si la Chine continue à afficher un taux de croissance qui nous fait pâlir d'envie. C'est quand même aujourd'hui un ralentissement qui est un ralentissement très clair et qui impacte là aussi les entreprises françaises. Donc, on a ces grands émergents ou émergés qui continuent à attirer les exportateurs français, avec les difficultés que je viens d'évoquer et qu'on va retrouver sur 2016. Il faudrait aussi regarder ou être attentif à la crise des bourses en Asie qui a commencé avec quasiment le début de cette année. Oui, et puis on a un intérêt renouvelé qui a débuté déjà l'année dernière pour un certain nombre de destinations et de pays africains. L'Afrique, c'est le marché ou les marchés, le continent africain, le marché du XXIe siècle, où il peut se passer des choses, mais on ne peut pas conseiller à une entreprise française, quelle qu'elle soit, de spontanément se tourner sur les marchés africains. Il faut déjà, à notre avis, à notre sens, être un exportateur confirmé, aguerri à l'international. Se faire payer en Afrique, c'est pas plus compliqué que de se faire payer parfois à l'exportation, mais c'est compliqué. Le management, les conditions d'opération sont forcément complexes. C'est pour vous une deuxième, troisième, cinquième, dixième, mais pas la première expérience. On ne commence pas par l'Afrique. Nous n'engageons pas les entreprises françaises quand elles n'ont pas une expérience à l'étranger à se positionner pour démarrer sur ces marchés-là, très clairement. Très bien. Alors justement, vous, comment vous voyez les choses avec... vous suivez les entreprises dans leur... On suit les entreprises et en fait, je tenais à dire qu'au-delà des langues, Berlitz est très connu pour l'apprentissage des langues. Tout à fait. Mais Berlitz, c'est aussi l'accompagnement des managers internationaux. Et bien sûr, basé en France, on voit le départ des grandes entreprises qui ont fait le choix, il y a quelques années, d'accompagner leurs managers pour leur donner les clés de compréhension, de management et d'action à l'international. Donc, effectivement, tout à fait d'accord, les BRICS sont présents, nos partenaires européens aussi. Une destination qui continue à être très solide et renforcée, c'est l'Amérique du Nord, où là, on a énormément de départs, toujours plus avec des entreprises d'origine très différentes, que ce soit la finance, l'industrie, l'agroalimentaire. Ça reste donc un partenaire de taille. Et je le confirme, depuis 4-5 ans, timidement d'abord, mais maintenant des flux massifs vers l'Afrique noire. Vers l'Afrique noire. Alors, une Afrique un peu nouvelle pour nous, parce qu'on ne voit pas un retour à nos bases d'autrefois, c'est-à-dire l'Afrique subsaharienne. On voit de belles implantations dans des pays lusophones, Mozambique, Angola, c'est assez nouveau, et pas que pour le pétrole, par exemple. Et on voit aussi un intérêt fort pour l'Afrique du Sud, avec des ouvertures à travers le Mozambique. Donc une vraie opportunité sur l'Afrique. Enfin, il y a des choses à faire sur l'Afrique. Clairement, et beaucoup de départs. Est-ce qu'on a, aujourd'hui, quel est le profil, justement, de ces entrepreneurs? Est-ce qu'il y a un nouveau profil
sur l'ensemble, pas forcément sur l'Afrique, mais sur l'ensemble du monde? Est-ce qu'on a un nouveau profil? Alors, l'entrepreneur dont il faut parler, c'est l'époque. C'est l'entrepreneur présent et qui représente la France au CES, à Las Vegas, au Consumer Electronics Show. On a eu quand même 120 entreprises françaises représentées, ce qui nous place en numéro 2, juste après les États-Unis, en jeunes entreprises innovantes qui s'orientent sur le digital et sur le futur. Et ça, je crois qu'on a de quoi être très fiers. On sent la conseillère de commerce extérieur de la France dans Patricia. Voilà, c'est vrai, vous avez raison. Je me trahis. En même temps, je crois qu'aujourd'hui, il y a pas une entreprise française qui ne peut pas ne pas se poser la question de savoir si elle ne doit pas aller à l'international. C'est vrai. On voit bien la croissance en France reste et va probablement rester durablement, longtemps. Atone, et ça pose une vraie question de développement et de capacité de développement pour les entreprises. Donc toutes les entreprises, PME, ETI, dans quelques domaines que ce soit, doit se poser la question de savoir qu'est-ce que je peux faire à l'international, quoi et où sont mes marchés et comment je peux y aller. Ce que l'on voit aussi beaucoup, c'est le développement de l'entrepreneuriat français à l'étranger. Beaucoup de jeunes diplômés, avec ou sans expérience professionnelle, et puis aussi beaucoup de cadres supérieurs en fin de parcours en France, qui vont créer une entreprise, se lancent dans l'aventure de l'entrepreneuriat, mais à l'étranger. Ce qui est déjà pas facile en France, mais ils font le pari de le faire pour le coup dans un autre référentiel. En se disant, j'aurai une dynamique plus importante dans tel ou tel marché, parce que la croissance y est plus forte, parce que l'appétence pour les produits français, et c'est également le cas en Afrique francophone, par exemple. Et je pense qu'on a une belle porte d'entrée avec nos étudiants, qui sont de plus en plus valorisés à l'international, et qui partent peut-être parfois embauchés par des entreprises étrangères. Je crois qu'il y a une vraie reconnaissance autour de nos formations aujourd'hui. Et je voulais rajouter aussi qu'il y a beaucoup de donc un beau développement des entreprises à l'international avec une identité France forte. Peut-être des appréhensions au niveau TPE, PME, avec ce que je remarque au niveau des conseillers du commerce et quand j'accompagne dans le parrainage, pas des vraies stratégies établies, pas des réglementations lourdes auxquelles ces entreprises à cette taille ont du mal à se confronter. Donc effectivement, tout n'est pas... Mais là, on est sur une logique, je vais reprendre ce qu'on dit régulièrement. De la préparation et de l'accompagnement. Alors là, on est dans la logique. Du filet, messieurs, parce que effectivement, de la préparation de l'entreprise. Tout à fait. Et il faut absolument que les entreprises se préparent bien plus qu'elles ne le font encore aujourd'hui, parce que on ne négocie pas avec des acheteurs ou des partenaires étrangers comme on négocie en France. On ne manage pas des équipes ou des vendeurs comme on le manage en France. Et donc il y a tout ce travail à la fois de préparation qui est absolument vital, tout le travail d'adaptation des produits de l'entreprise au marché, que ce soit en termes de communication, en termes d'adaptation aux normes, qui est aussi quelque chose de tout à fait nécessaire, et injecter une petite dose d'humilité dans nos comportements français qui sont quand même de curiosité, très souvent de savoir comprendre. Effectivement, c'est mon métier. On accompagne plusieurs milliers. C'est au cœur de notre métier. Et effectivement, cet accompagnement manque bien souvent. Mais je dois dire que quand on a commencé à parler d'accompagnement des entreprises il y a 10 ans, quand je suis revenue en France après une longue expérience à l'international, on me disait ton truc, on n'en a pas besoin. C'est bon pour les Américains. Et entre-temps, nous avons des dirigeants de grands groupes de régions entières qui non seulement l'ont fait, sont revenus le faire, et nous avons le bouche à oreille passe, et ils savent que c'est important. Donc je trouve une vraie évolution à ce niveau-là aussi. Patricia, merci beaucoup. Avec plaisir. Dominique, merci beaucoup. Merci, je pense qu'on a bien résumé ce qu'on a vu dans les 24 premières émissions. Vraiment ? C'est vraiment la prochaine fois, faites-nous venir juste 10 minutes et pas 24 heures. Merci beaucoup à vous deux, et puis à l'année prochaine. Absolument. Bien sûr, 11e édition. Merci. Une petite page de pub.
de retour sur les 24 heures chrono, sur le plateau des 24 heures chrono de l'International pour le tout dernier plateau du 10e anniversaire. Alors, j'accueille Henri Bazerque. Bonsoir Henri. Alors Henri, c'est quand même une très très belle aventure. On attend notre comparse Yves Bigot, directeur général de TV5 Monde, qui rentre en même temps sur le plateau. Merci Yves, asseyez-vous, je vous en prie. Voilà, c'est l'avantage du direct. On est chez vous et on a été très très bien accueillis pendant ces 24 heures. Ah, on m'a dit 45, il est 44. Ah ben voilà. Je suis à l'heure, c'est vous qui êtes en avance. C'est très très bien. Non, on est voilà, c'est parfait, c'est parfait. Alors, monsieur le directeur général, merci encore une fois de votre accueil. Merci de ce nouveau plateau qui est magnifique. On a eu une technique parfaite, tout fonctionne parfaitement bien. Alors, vous, votre réaction face à ce 10e fois les 24 heures? Ça fait 240. Oui, ça fait 240. Voilà. Vous êtes prêt à repartir pour les 10 prochaines années? Alors les 10 prochaines années, ça ne dépendra peut-être pas que de moi. Pas que de vous, non. C'est possible. En tous les cas, pour la prochaine, oui, ça c'est sûr. Donc on se donne rendez-vous en 2017 pour les 24 heures chrono. Ça, on peut. Puis il y a un autre rendez-vous au mois de juin. Hein. Il y a un autre rendez-vous. Oui, ailleurs. Voilà. C'est un moment important pour TV5 Monde, les 24 heures chrono. Écoutez, tous les moments sont importants pour nous. Je dirais que c'en est un particulier parmi les grands moments importants, de par sa spécificité. Nous, on est évidemment extrêmement sensibles à toutes les questions, les problématiques qui sont abordées pendant les émissions au cours de ces journées, puisque c'est aussi un peu notre on est un peu sur le même domaine. Le lien avec les Français de l'étranger, avec les expatriés, avec les entrepreneurs, avec les travailleurs dans toute leur formidable diversité, qui sont nos téléspectateurs sur toute la planète, puisque nous on a un lien, comme vous d'ailleurs, permanent avec eux, et on sait que ça va de patrons de grandes entreprises à des retraités, à des jeunes étudiants, et à des gens qui partent un peu à l'aventure aussi, parfois en solo ou avec leur famille, avec évidemment l'espoir, et où que ce soit d'ailleurs, parce qu'il y a ceux qui partent à Hong Kong, aux États-Unis, et on voit toutes les success stories, etc. Il y a des gens... Il y a le Mozambique. Voilà, exactement. Il y a des gens qui partent en Afrique, des gens qui partent en Amérique latine, etc. Pour d'autres raisons. Il y a le monde de l'entreprise, c'est très important, mais il y a aussi le monde des enseignants, etc. Donc c'est quoi les projets de TV5 Monde pour 2016 Oh là là, si vous saviez. En dehors des 24 heures. En dehors des 24 heures. Il y a le 9 juin avec le 9 juin. Le 9 juin. Il y a un rendez-vous important. Oui. Alors, Henri Bazerque, le 9 juin. Oui, je prends la parole. Je peux couper la parole à Yves, mais c'est vrai qu'il y a un constat exceptionnel. C'est-à-dire que quand on a des projets, comme moi j'ai toujours eu des projets, j'ai la chance d'avoir un grand frère, TV5 Monde, qui a cru en moi dès le départ et qui me donne des moyens. Me croire en moi, c'est déjà une chose, mais me donner des moyens, c'est extraordinaire. Des moyens, mais oui, des moyens de diffusion, des moyens de promotion, il n'y a pas que ça. Des écrans de pub. Et une crédibilité colossale, et puis des équipes, parce qu'on a une régie, on a des gens de chez TV5 qui sont exceptionnels, qui sont dévoués à la cause, et donc c'est un vrai plaisir. C'est un plaisir de pouvoir amplifier. Alors notre rôle, c'est vrai que c'est de fédérer des forces comme les chambres de commerce françaises à l'étranger qu'on vient de voir, les conseillers du commerce extérieur qui sont 4500 dans le monde, et toutes les forces vives qui participent à ces émissions. Et grâce justement à TV5, on arrive à solidifier tout ça et à donner des perspectives exceptionnelles à des jeunes qui veulent partir. Pas seulement faire leurs études à l'étranger, mais monter une famille à l'étranger, monter un business à l'étranger, et puis même des gens qui vont passer leur retraite à l'étranger. Donc je crois qu'il y a... Et alors le 9 juin, dites-moi, il faut qu'il y en ait un des deux qui... Je vais vous dire, pardon, déjà le 9 juin c'est mon anniversaire, donc c'est ça le plus important. Alors voilà. Donc le 9 juin, on monte un 12h juste pour y... Dites-moi que je ne l'ai fait pas, surtout. Non,
une petite confidence. Le 31 décembre, chez des amis, réveillon, on s'est amusé à tirer des papiers. J'ai tiré un papier, qu'est-ce que c'était? Naissance. J'ai dit oui, le 9 juin. Il y a une nouvelle naissance le 9 juin. Effectivement, avec Yves, quand on a fait le débriefing l'an dernier, on s'est dit... Voilà, ça roule, ça marche. Bon, maintenant, on va essayer, parce que 24 heures sur 24 pays, c'est quand même... Il y a un bémol, on va un peu trop vite quand même. On va essayer une fois par an de mettre en valeur... En profondeur un pays, changer tous les ans 2 pays, donc il faut quand même un pays assez costaud. Et on a décidé ensemble de faire les USA... Il y a les élections américaines en 2016 d'une part, il y a toujours une demande croissante de Français qui veulent partir là-bas, et il y a énormément de problématiques à résoudre. Donc on s'est dit, on va faire 12 heures chrono. Donc le petit frère des 24 heures, ça sera les 12 heures chrono. En une seule journée, on va faire 21 émissions. Donc certaines seront en anglais et traduites en français, parce qu'il y aura aussi des Américains qui veulent venir en France investir, et il y aura 12 ou 13 émissions en français pour les Français. Donc c'est les deux parties. Voilà, les deux parties. Exactement. Voilà. Beau projet, messieurs. Et tout ça, avenue Wagram, dans les studios de TV5 Monde. Voilà. Mais écoutez, c'est magnifique. Un point particulier que vous voudriez apporter sur cette fameuse conclusion du 10e anniversaire? C'est-à-dire que moi, j'aime pas les conclusions, parce qu'il y a toujours un projet qui pousse à un autre projet, puis j'aime pas terminer les trucs. Je dirais que grâce à TV5, et grâce à l'époque, c'était le président François Bonnemain, quand on avait fait ce projet insensé de faire 24 heures, en effet. Surtout avec quelqu'un qui n'était pas de la télévision comme moi, j'avais dit, vous pouvez m'aider à monter ma première web TV? Donc on était en 2006, il m'avait dit, pas de problème, on va vous aider. Bon, il croyait pas trop au web TV, mais il m'a quand même aidé. On en a déjà 12 en 10 ans, et on en a des nouvelles qui vont arriver. Et les nouvelles, on les fait toujours un peu... En partenariat. En partenariat. On fait rien sans TV5. De toute façon, on fait en partenariat. Et donc, à part, on va faire Dubaï cette année, on va faire le Portugal, on va faire une télé pour les seniors comme nous, Silver 21. Mais surtout, l'année prochaine, on va en Afrique. Et donc, on va couvrir une vingtaine de pays africains. Et pour nous, c'est essentiel d'être en 2017 en Afrique. Donc, de très, très beaux projets pour toute la famille 21. Voilà. Voilà, donc on est sur les 21. C'est l'âge que j'aurai, évidemment. Le 9 juin. Évidemment. Donc on fait un gâteau d'anniversaire. Voilà, sans problème. Un dernier mot. Écoutez, nous, on est ravis d'être vos partenaires depuis 10 ans. On espère qu'on va l'être encore longtemps. Nous, comme je vous le disais, TV5 Monde, ceux qui nous regardent en ce moment et qui continueront à le faire, sont... ce ne sont pas les seuls, mais ils sont ceux à qui on s'adresse, en partie grâce auxquels et pour lesquels on existe. On essaye, vous nous demandiez nos projets, vous savez, on en a toujours des gros projets. Je peux vous en donner un, on va lancer une chaîne pour enfants en Afrique au cours de ce premier semestre, on a déjà une sur les États-Unis, on va l'adapter là et on aura un gros projet extrêmement novateur au mois d'octobre, un peu avant le prochain sommet des chefs d'État francophones qui se tient les 20 et 21 novembre à Tananarive, donc à Madagascar. Immense île francophone. Mais sinon, nos projets, c'est toujours, surtout, chaque jour, chaque mois, chaque année, d'être plus efficace pour ceux qui nous regardent, partout dans le monde, ceux qui sont ceux auxquels vous vous adressez, puis tous les autres, c'est-à-dire tous les francophones de la planète, mais aussi tous les francophiles qui nous regardent dans le monde à travers nos 14 langues de sous-titrage, puisque nous avons un public qui est très divers, très vaste et extrêmement différent. Yves Bigot, merci beaucoup. Merci Henri Berzerk, merci beaucoup. Merci puis, pour nous retrouvons donc le 9 juin, on l'a bien compris, pour l'anniversaire de Yves Bigot. Tout le monde l'a compris. Et bien évidemment, l'année prochaine pour les 24 heures chrono et la 11e année. Et nous remercions bien évidemment la technique et chaque membre de la technique qui a été au rendez-vous chaque seconde, chaque minute de ces 24 heures. Merci.